Un océan de secrets, de Johann Faure, lu par Bernard Métro. Inspiré par la beauté de tes lettres et la complexité de tes mots. Joséphine sentait qu'il était là aujourd'hui. Assise sur son banc, elle avait pris l'habitude de venir tous les jours à la même heure depuis la naissance du petit, 3 semaines auparavant. Calme et apaisé, son nouveau-né était emmitouflé dans un lange bleu. Elle, en revanche, portait un costume rouge sang. Hier, Madame Chapeau, comme s'amusaient à l'appeler les artistes de la place, était partie précipitamment. Joséphine avait du mal à assumer sa présence dans ce quartier si différent de son quotidien. Le renard argenté porté sur ses épaules et ses chaussures vernies trahissaient son rang social. Une alliance en or à la main gauche, mais jamais de mari à ses côtés. Joséphine plaçait soigneusement son couvre-chef de façon à ne croiser le regard de personne. Surtout pas celui des hommes, toujours trop insistants. Aujourd'hui, c'était différent. Nous étions le dimanche 17 mars 1912. Le soleil brillait au-dessus de la place du Tertre à Montmartre et Joséphine allait quitter Paris ce soir pour l'Espagne, en compagnie de son époux et du petit Georges. Les vendeurs de journaux affichaient avec fierté les gros titres du moment. Dans 1 mois, une éclipse totale de soleil au-dessus de Paris. La promesse de l'insubmersible. Le nouveau monde en à peine 1 semaine. Maroc, vers un protectorat français. De sa poche, Madame Chapeau sortit une mince étoffe qu'elle porta immédiatement à son nez. Après une longue respiration, le morceau de tissu et ce qu'il contenait regagna le manteau écarlate. En soulevant la tête, Joséphine croisa le regard de celui qu'elle espérait voir aujourd'hui, le jeune dessinateur, et elle laissa échapper un sourire. Il était toujours vêtu de la même chemise beige, encore planquée derrière sa serviette en cuir. Joséphine savait que la session de la veille avait été trop courte, et elle voulait faire que ce jour-ci compte. Midi allait bientôt sonner au clocher, quand une armée de peintres se déploya. Le bruit du grincement des chevalets résonnait de toutes parts. On affinait les fusains, dépliait les rouleaux de papier et mélangeait les peintures. Le soleil au zénith faisait briller la place de 1000 feux. Des enfants jouaient avec des toupies et c'est à ce moment-là que Madame Chapeau décida de sortir son sein pour allaiter son bébé. Comme le gauche était plus gros et plus facile d'accès, elle déboutonna sans perdre de temps son manteau et colla l'enfant contre sa poitrine. Bien que consciente que plus elle prenait de temps, plus les regards s'attardaient sur elle, Joséphine voulait faire durer ce moment une éternité, afin que le jeune étranger ait le temps de terminer son dessin. Ce savoir observé dans le détail par son regard azuré la faisait se sentir désirée pour la première fois depuis un long moment. Il devait y avoir une quinzaine d'artistes sur la place, tous occupés à dessiner ce qui pénétrait leur champ de vision. Mais parmi la foule d'yeux qui l'observait, Joséphine ne voulait satisfaire qu'un regard, celui du gamin qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment. Une femme triste, devenue mère, en manque d'amour. Le soir venu, Joséphine allait quitter son pays natal pour une contrée étrange, et elle aimait à imaginer que le jeune dessinateur le savait.
Alors que Madame Chapeau se savait immortalisée et qu'elle profitait de ce moment magique, le petit Georges fut rassasié. Joséphine essuya le reste de lait de son téton, rhabilla son sein encore douloureux, embrassa le front de son enfant et regarda une dernière fois les artistes de la place. Madame Chapeau sortit une nouvelle fois l'étoffe de sa poche, l'abandonna sur le banc et s'en alla. Le dessinateur se leva et croisa le regard de Joséphine. Elle vit pour la dernière fois ce gamin blond d'une vingtaine d'années, sa pochette de dessin sous le bras et l'avenir devant lui. Il comprit que c'était un adieu et esquissa un sourire embarrassé. Apaisée, elle ne répondit rien. Joséphine tourna les talons et partit de la place du Tertre. Le jeune dessinateur regarda Madame Chapeau disparaître à l'angle de la rue pour voir arriver quelques secondes plus tard Madame Bancal. Gisèle prenait un malin plaisir à faire grincer ses béquilles lorsqu'elle arrivait sur la place, certaine d'attirer l'attention des artistes et des futurs clients. Elle aimait à penser que l'arrivée impromptue de Madame Bancal au milieu des dessins de cartes postales devait déconcerter pas mal de monde. Arrivée près du banc, Gisèle trouva soigneusement plié le bout de tissu abandonné. Elle le ramassa, l'ouvrit et regarda longuement ce qui était enveloppé dedans. Elle jeta un rapide coup d'œil autour de la place. Personne ne semblait réclamer l'étoffe aux senteurs de printemps. Seul le dessinateur se tenait debout et la regardait en souriant. Gisèle lui envoya un baiser de la main et se dirigea chez Eugène, le troquet de la place. Quand le soleil était au rendez-vous et que le vent était de sa compagnie, c'étaient ses orteils fantômes qui étaient les plus douloureux. Le bois de ses échasses grinçait et malgré son désir d'importuner le voisinage, elle se dit qu'elle en avait plein les bottes de ses béquilles. Madame Bancal ne put s'empêcher de laisser échapper un rire solitaire. Comme à l'accoutumée, elle enfila son masque de la putain sympa du quartier en entrant dans le bistrot. « Eugène, tu me mettras un petit picrate du jour !» cria-t-elle. « Oh non, chez moi on n'a que du bon vin !» rétorqua Eugène. « Je vois que monsieur est susceptible. »« Non, mais tu connais la règle de la maison. On ne plaisante pas avec les bonnes choses. »« Très bien. Qu'est-ce que t'as de bon en ce moment ?» demanda gentiment Gisèle. « Le vin du Sud, rond et fruité. Aucune gueule de bois possible avec ce choix. » mentit Eugène. « Va pour celui-là, alors. J'ai déjà assez de bois dans ma vie. » ironisa Gisèle en tapant sa fausse jambe. Tout en débouchant une bouteille de vin, Eugène la gratifia de son sourire le plus économe. Gisèle savait qu'il n'avait pas compris son trait d'esprit. C'était là son fardeau. Trop intelligente pour qu'on la comprenne et trop belle pour qu'on la respecte. Madame Bancal avait passé une sale nuit, et son verre de vin était son échappatoire avant d'y retourner. Imprégnée sur son corps se trouvait encore l'odeur du client de ce matin. Gisèle avait du mal avec ceux qui venaient de la champignonnière, qui venaient d'ouvrir de l'autre côté de la butte.
Elle plongea son nez au fond du verre que Gênes venait de remplir et essaya d'oublier cette horrible puanteur de champignons. « Il est pas mal, ouais, » déclara Gisèle, après avoir goûté. « Tu vois, c'est ça qu'il te fallait, » répondit Eugène d'un sourire édenté. Madame Bancal opina du chef et regarda son verre de vin. « Ce qu'il me faut là tout de suite, c'est un bon bain chaud, » songea-t-elle. La dernière fois remontait à la nuit avec le dessinateur. Il avait bien payé et ne m'avait même pas touché. Il n'y a qu'un étranger pour faire ça. Les gens d'ici ne paient pas, et les artistes du coin seront les derniers à te donner de l'argent pour te dessiner. Et surtout, il pue, pensa-t-elle. Et elle ne put s'empêcher de se demander s'il avait encore les dessins. Mais elle se ravisa aussitôt. Qui voudrait le dessin d'une pute unijambiste, si beau qu'il soit? Ma pauvre. Le seul que Gisèle aurait voulu garder était celui de la salle de danse. Au début, c'était très étrange de juste poser nu pour un inconnu, lui caché derrière une feuille de carton. D'habitude, c'étaient les hommes mariés et les jeunes puceaux, et les soldats estropiés, comme elle. Mais ce jour-là, elle lui demanda une faveur. Après avoir jeté ses béquilles au sol, Gisèle la putain s'entendit dire « Dessine-moi comme j'étais avant. Dessine-moi intact. » Le dessinateur ne parlait pas un mot de français, mais elle vit dans ses yeux bleu-vert qu'il avait compris. Angoissée, et par peur de ne pas réussir à tenir debout, elle lui demanda de l'aider à se placer devant le miroir. Gisèle cacha ses mains, que d'habitude il adorait dessiner, derrière son dos et serra la barre de toutes ses forces. C'était une petite salle de danse miteuse aux senteurs de bois pourri que la patronne lui louait pour faire ses affaires. Gisèle se demanda un instant si le jeune homme avait suffisamment de lumière pour dessiner, puis se ravisa en se disant qu'il devait être habitué à travailler dans des conditions aussi horribles. Assis au centre de la pièce, le gamin remettait sa mèche de cheveux blonds qui tombait devant ses yeux entre deux coups de fusain. Elle tremblait. Sa respiration s'accélérait, c'était interminable. Des larmes perlèrent sur son visage alors que des échardes colonisaient ses mains. Gisèle ne sécha pas ses yeux, trouvant cet instant érotique trop unique. C'est à ce moment-là qu'elle ressentit de la gêne pour la première fois depuis une éternité. Personne ne l'avait jamais vue comme ça. Une honte qui n'avait rien à voir avec la nudité de sa chair. C'est justement ce qui la déstabilisa. Et Madame Bancal se mit à pleurer de plus belle. Le dessinateur se leva, ramassa ses béquilles, les lui tendit et lui donna un mouchoir sorti de sa poche. Remise de ses émotions, Gisèle voulut faire un bon mot, mais non, ce n'était pas la peine. Elle regarda le dessin, c'était bien elle. Elle, avant l'accident, avant la putain, avant l'odeur des champignons de Paris. Une fois le dessin rangé, il lui donna 4 sous. « Eh ben, dis donc, monsieur paie bien, bientôt va me falloir un franklin, » ricana la putain sympa du quartier.
Le jeune artiste la regarda sans comprendre, lorsque Gisèle rajouta « Un coffre-fort, mon gamin !»« Je te demande pardon ?» demanda un Eugène ahuri. Gisèle sortit de son rêve et reprit une gorgée du vin amer. Ah non, je rêvassais à voix haute. »« Ah bon? Et à quoi donc ?» demanda l'autre. « À un monde meilleur, » rétorqua Madame Bancal, quasi pour elle-même. Elle termina son verre, fouilla sa poche et déposa une pièce sur le comptoir. « Il existe, vous savez, » fit une voix rocailleuse. Tout le monde se retourna vers le fond du troquet et regarda les restes d'une dame âgée. « Alors ça, t'as réussi à faire parler Madame Bijou !» lança Eugène à Gisèle. « Ça me fait une belle jambe, tiens !» répondit-elle. Eugène éclata d'un rire à en faire trembler les murs. C'était bien la première fois qu'il comprenait une de ses blagues, et cela la fit rougir de plaisir. Gisèle s'approcha de la vieille qui lui dit une nouvelle fois « Le monde meilleur, vous savez, il existe. » Madame Bancal attrapa la main de Madame Bijou, y abandonna l'étoffe trouvée plus tôt dans la matinée et chuchota à son oreille. « Je sais, je l'ai trouvé. » D'un coup de béquille, Gisèle s'en alla de chez Eugène, sans prendre le temps de regarder le sourire bienveillant de Madame Bijou. Lucette examinait sa main et le présent que venait de lui donner la prostituée unijambiste. « Madame Bancal qui me fait des cadeaux maintenant, » songea-t-elle. « Madame Bancal et Madame Bijou. » Elle soupira et laissa échapper pour elle-même. « Madame Bijou. » Dans 10 jours, cela fera 20 ans que son mari disparut dans l'attentat de la rue Clichy. Ce salopard de Ravachol m'a arraché mon Henri, ma pierre précieuse. Tout le reste n'est que futilité, comme ces foutus bijoux, pensa-t-elle. Chaque jour, depuis presque 20 ans, Lucette portait tout ce qu'Henri lui avait offert. Cette broche, le jour de leur premier rendez-vous, rue de la Folie-Méricourt, cette bague, pour célébrer le changement de siècle, ces boucles d'oreilles, pour la 100e représentation de leur pièce de théâtre. C'est à ce moment-là que le jeune dessinateur décida de passer la porte du troquet et, après commande, alla s'asseoir dans un coin avec un café. Lucette reconnut la chevelure dorée du gamin et l'observa s'installer confortablement avec ses crayons et ses feuilles. Il était d'une beauté juvénile qui lui rappela Henri, Madame Bijou, qui portait sa vie entière sur elle, pensait à lui constamment. Les joyaux étaient lourds et le poids de son histoire se faisait sentir à chaque mouvement. Une histoire figée dans le temps et rongée par les regrets. Lucette se demanda ce qu'était devenu le monde meilleur qu'Henri lui avait promis et à quoi elle-même pouvait bien ressembler maintenant. Aujourd'hui, son propre frère Jean-Louis passerait sûrement son chemin en la croisant dans la rue. Lucette, perdue dans ses pensées, se rendit compte qu'elle n'avait jamais rencontré Sibylle, sa petite nièce.
Mais où sont passées les 20 dernières années de ma vie ? Se demanda-t-elle. Elle échangea un regard avec le dessinateur qui la crayonnait depuis tout à l'heure. Henri lui apparaissait alors à nouveau, radieux dans son smoking, en haut du grand escalier de l'hôtel, lors de leur nuit de noces. Lucette monta l'escalier. Son mari lui tendit une main, plaça l'autre dans son dos et l'attrapa fermement. Sa peau était chaude, vivante et douce sur l'extérieur, alors qu'elle était rêche à l'intérieur. La complexité de son amour résidait ici, dans cette main, à la paume désagréable et au dos délicieux. Henri approcha ses lèvres écarlates, habillées d'une moustache noire, et au moment où leurs bouches se touchèrent, Lucette réouvrit les yeux. Mais où sont passées les 20 dernières années de ma vie ? Pensa une nouvelle fois la vieille actrice, couverte de bijoux. La réponse lui glaça le sang. Ici, avec un verre de Suze. Madame Bijoux venait de remonter à la surface. Reprenant une respiration infinie, elle découvrait le monde. « Je dois aller à Giverny », décida-t-elle. La porte d'entrée de chez Eugène grinça et un jeune homme brun entra dans un boucan d'enfer. « Je vais en Angleterre !» cria-t-il dans un français approximatif, dominé par un fort accent italien. Le jeune dessinateur se leva et prit l'italien dans ses bras. Madame Bijoux n'entendait rien de leur conversation, mais vit que le gamin blond était amer. L'italien était malgré tout embêté. Lucette comprit que son ami ne pouvait pas venir avec lui. « Un monde meilleur !» s'écria Madame Bijoux. Le brouhaha cessa dans le bistrot. Un verre finissant d'être bu, une cigarette était écrasée, une nouvelle bouteille de vin s'ouvrait et tous les regards étaient braqués sur la vieille. Madame Bijoux n'avait pas eu un public aussi important depuis ses années de théâtre et se laissa emporter comme au temps de ses tirades classiques. Un monde meilleur, un foyer, c'est cela qu'on cherche tous. Après la mort d'Henri, j'ai cherché partout une nouvelle demeure, regagner mes pénates pour redevenir un corps chaud. J'étais, et je suis encore, un roc gelé, une montagne de glace à la dérive, dans un océan de solitude, insensible à ce nouveau monde qui se présentait à moi. J'étais ce navigateur sans compas, désespéré, errant sur une mer d'huile. Une étoile malicieuse m'a emmené ici un jour. Vêtu de ce scaphandre de diamants, j'ai sombré dans un océan de mensonges, oubliant pourquoi j'étais venu ici. Mes enfants, rien ne peut vous retenir ici sur le vieux continent. Vous devez partir, vous tourner vers l'avenir, vers le nouveau monde, vers votre nouvelle maison, votre foyer. Tout reste à explorer. Rentrez dans votre demeure, trouvez votre monde meilleur. Ne vous laissez pas noyer dans un océan de secrets. Lucette se leva difficilement. L'Italien s'approcha pour l'aider. « Non !» fit Madame Bijoux, tout en le congédiant.
Maintenant capable d'affronter le monde, elle avança vers le dessinateur. D'une main plus ridée qu'un vieux parchemin, Lucette effleura sa joue. Il ne broncha pas. Elle ferma les yeux lorsque son index noueux toucha la peau du gosse. Madame Bijou attrapa la tendre main du dessinateur et y déposa la soierie. La dernière chose dont j'ai besoin avant de retrouver mon foyer, c'est un dessin de ma petite nièce, ma petite poupée de porcelaine. Emmenez-moi à Giverny, et je vous offrirai l'Angleterre, dit tendrement Madame Bijou. Le jeune dessinateur, touché par la vieille dame qu'il venait d'immortaliser sur sa feuille de papier, lui répondit de son sourire le plus silencieux. De ses mains d'ange, il déplia soigneusement le morceau de tissu. À l'intérieur se trouvait, écarlate et fraîchement libérée de la terre, une rose. C'était Un océan de secrets. Une fiction sonore écrite et réalisée par Johann Faure. La narration est assurée par Bernard Métro. La conception sonore et le mixage ont été exécutés par Lou Kubert, sur une musique originale composée par Stéphane Lopez. Il s'est également occupé des arrangements, de l'enregistrement et du mixage de la musique au studio Helena Records. Les musiciens présents sur la bande originale sont Lina Belaïd au violoncelle et aux flûtes, Rémi Foucard au violon et Stéphane Lopez au piano. Ils et elles sont accompagnés de Nathalie Bonneau et Rémi Foucard pour les chants. Les voix additionnelles de la chorale se composent de Lou Kubert, Stephen Salavin et Vianney Griffon. Ludivine Journeau s'est chargée de la relecture et de la correction du texte, ainsi que Guylaine Faure. Les prises de son de la narration ont été enregistrées par Johann Faure
au studio ACFA Multimédia, dirigé par Bahareh Azimi. Non loin du métro Parmentier, Paris, France. Produit par Johan Faure en juillet de l'an 2021.